Bonjour les amis, petite parenthèse pour vous annoncer que l'épisode que vous allez écouter est un épisode différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est un format plus court où je suis en tête à tête avec l'invité et c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment, que je vais réitérer sûrement dans le futur. J'espère que ça vous plaira. Du coup, j'ai profité de la venue de Fanny Ruet à Lausanne pour qu'elle vienne nous parler de son livre, son premier livre qu'elle a écrit qui s'appelle « Bien sûr que les poissons ont froid » aux éditions L'Iconoclaste. C'est un roman qui m'a énormément plu, j'ai pleuré, j'ai énormément rigolé, j'étais touché et ça se lit hyper facilement. Donc je ne peux que vous le conseiller. Du coup, elle est venue en parler sur cet épisode. J'espère que ça vous plaira. Bisous. Tu parles bla 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 bla. Putain, c'est à moi que tu parles là. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle. 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Rire, c'est bon pour la santé. Merci, hein. Puis bonne chance surtout. Bon Fanny, bienvenue. Je vais répéter un peu ton profil pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu es humoriste, podcasteuse, scénariste, réalisatrice, femme d'affaires. Ah ça j'adore l'oseille. Et écrivaine maintenant. Ben ouais, on fait ce qu'on peut. Putain, mais tant de choses. Ouais, bah peur du vide, hein. Qu'est-ce que ça fait pas faire? Mais j'ai l'impression honnêtement que ça fait genre, je sais pas, genre depuis le Covid, t'as step up de ouf. Ouais, bah je pense qu'il y a eu un peu un truc de... Tu vois, il y a pas mal de projets que j'ai commencé à écrire pendant le Covid. Mm-hmm. Et c'est maintenant qu'ils sortent, tu vois. Donc le court-métrage, je l'ai écrit pendant le Covid. Le roman, je l'ai commencé pendant le premier ou deuxième confinement. Donc c'est juste que là, ça avait mis du temps. Et donc maintenant, ça sort, quoi. Et ce livre, alors, raconte la genèse de ce livre. Ouais, bah en fait, c'est l'Iconoclaste. Ils m'ont appelé à ce moment-là. Ils m'ont dit, ouais, on aime bien ce que tu fais. Est-ce que tu n'as pas des projets en littérature? Et j'ai dit, bah non, pas du tout, bien sûr. Et ça m'a fait un peu réfléchir et je me suis dit bah peut-être c'est possible si eux ils pensent que je pourrais faire un truc en littérature, peut-être tentons quoi. Ah, c'est pas venu de toi l'idée d'écrire un livre? Non, moi j'aurais jamais osé. Ah ouais? Ouais, j'aurais jamais osé. Pour moi la littérature c'est un truc pour les adultes, tu vois. Et t'as kiffé? Ouais, de ouf. Franchement c'est cool, c'est très très cool, c'est très agréable à faire. C'est la première fois que je pouvais écrire un truc sur le temps long en fait, et non seulement dans le processus d'écriture mais aussi dans la finalité du projet, tu vois. C'est un truc, bon ça se lit vite, ça se lit en 4 heures je pense en vrai. Mais c'est quand même beaucoup plus long qu'une chronique de 3 minutes, qu'un spectacle d'1h20, donc là je pouvais vraiment développer un truc sur le long terme quoi. Ça t'a pris combien de temps? 2 ans, mais je bossais que l'été sur le projet. Donc, chez Adeline Dieudonné, c'est chez ça? Adeline, ouais. J'avais ses clés pour aller nourrir ses chats et ses poules. Et donc, je me posais chez elle et j'écrivais chez elle. Bon, est-ce que tu peux pitcher rapidement ton livre? En bref, ça parle de... Donc, c'est une narratrice qui parle Ali, qui parle d'un garçon qu'elle a rencontré sur MSN, Skyblog et tout, quand elle avait 15 ans. Et c'était trop chouette, ils sont trop bien entendus et tout. Et puis ils sont perdus de vue parce que MSN a disparu, Skyblog a disparu, nanana. Et 10 ans plus tard, elle se dit vas-y, qu'est-ce qui devient Nour, je vais essayer de le retrouver. Et quand elle le cherche sur internet, elle réalise qu'il existe nulle part. Il n'y a aucune trace, ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni sur Spotify, ni sur rien du tout. C'est comme s'il n'avait jamais existé, alors qu'elle avait quand même son nom, son adresse, son numéro de téléphone et tout. Le numéro n'est plus attribué, l'adresse mail ça répond plus, machin. Et elle pète un câble et elle se dit bah non, je vais le retrouver en fait, c'est mort, et, il faut que je le retrouve. Et donc je pense qu'il y a 2 mois de recherche de Nour, et ça c'est le fil rouge de l'histoire, parce que c'est un peu une histoire chelou, plus elle trouve des réponses sur lui, plus elle a des questions, parce qu'il y a clairement un truc bizarre là-dessous. C'est aussi un livre très introspectif. Ouais, c'est beaucoup il y a très peu de personnages en fait, c'est juste beaucoup de réflexion et de là, le fil rouge c'est un peu un prétexte pour parler de plein d'autres trucs, de parler je sais pas, de comment trouver sa place, dépression. De dépression, d'alcoolisme mondain. Ouais, elle boit énormément d'alcool, mais je pense que c'est un rapport à l'alcool qu'on a un peu tous, on boit des coups, ouais c'est marrant, je suis pas alcoolique, bah en vrai... Ah mais je l'ai noté, hein, on va en discuter. L'idée aussi, c'est que j'ai sélectionné des phrases dans ton livre, il y aura des questions qui en découlent et on peut en débattre un peu. La première chose dont je voulais débattre, c'est ça.
J'ai envie de crever. C'est fantastique. Non. C'est fantastique. C'est, je pense, le sommet de la musique, en fait. Ouais. Je pense, voilà. J'ai regardé le clip, ça fait mal, c'est affreux. Ouais, c'est... Voilà. En fait, le livre s'ouvre avec... Ouais, j'avais envie de démarrer le livre parce que le début du livre, c'est 2 citations. C'est une citation de Keaton Hansen sur le deuil et Crazy Frog. Et je trouvais ça marrant dès le début, annoncer les 2 trucs qu'il allait y avoir dans le livre, en fait. C'est genre, ça va être des blagues et des trucs tristes. Et donc voilà, c'était une façon de montrer ce que ça allait être. Et puis je trouve ça vraiment marrant de mettre juste Crazy Frog comme parole, quoi. Mais en fait, c'est souvent ça, il y a des trucs tristes et après il y a une vanne juste derrière. Ouais. Moi c'est je sais pas, c'est un peu comme ton ça un humour, peu en que fait. je fonctionne. Ouais, c'est vrai. Tu as dit que le premier objectif du bouquin, celui que tu avais noté sur un post-it collé sur mon bureau, est que les lectrices et lecteurs se sentent moins seuls. Ouais. Moins seuls dans quel sens? Genre, on se rassure parce qu'on n'est pas les seuls à être un peu fous? Ouais, c'est ça, c'est un peu ce truc de toutes les choses qu'on pense être les seuls à ressentir, à penser, à faire et tout, se dire, oh putain, on est plusieurs, en fait, c'est pas grave. Et puis ouais, un peu la solitude. Moi, j'avais beaucoup ça au collège, notamment de pas réussir à s'intégrer dans les groupes et tout. Et tu vois, j'étais pas... Bully. Non, j'étais pas du tout bully. Ouais. C'est juste les gens, ils s'en foutaient, tu vois. C'est juste, j'étais pas là, on s'en bat les couilles. Et donc, tu vois, moi, je trouvais pas trop d'intérêt à traîner avec eux non plus, parce que je trouvais ça chiant ce qu'ils faisaient. Je trouvais qu'ils parlaient trop fort, ils disaient des trucs nuls. Mais tu en parles justement de ça dans le livre. Ouais, de pas trop trouver sa place et tout. Et je pense qu'on est tellement à ne pas réussir à s'intégrer justement dans les groupes un peu préconçus comme ça que je vois là. Moi, c'est un truc que j'aurais voulu lire quand j'étais plus jeune, un truc où on te dit c'est pas ça la vie en fait, hein. C'est pas le collège, c'est pas... Genre en vrai, là t'es enfermé pendant 8 heures par jour alors que t'as ton corps en ébullition et t'es obligé de fréquenter des gens que t'as pas choisis. C'est pas ça la vie. Et moi j'entendais que c'était plus belles années, profite et tout, alors que c'était nul à chier en vrai. Donc ouais, j'aurais voulu qu'on me dise plus tard, tu verras, c'est beaucoup mieux. Ouais, maintenant t'as un groupe? Maintenant j'ai plein de groupes, ouais. J'ai plein de gens que j'aime beaucoup et enfin c'est des gens qu'on choisit, quoi. Ouais. Et c'est ça. faut le temps de les trouver et tout, mais une fois que tu les trouves, putain, c'est stylé, hein. Pour la vie. Ouais. C'est assez fou de se connaître si mal. Mes émotions sont une sorte de bouillie homogène que j'ingurgite sans en distinguer le contenu. C'est pas un problème pour en faire de l'humour, justement? Bah disons que des fois, pour écrire, je suis obligée d'aller fouiller un peu, essayer vraiment de comprendre ce que je ressens, mais sinon, de manière générale, c'est vraiment l'exemple que je prends de quand je vois un film, je sais pas dire exactement ce que ça a provoqué en moi, tu vois. C'est juste, je sais que je suis émue, ou j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais expliquer pourquoi et vraiment comprendre ce que c'est aller trigger en moi, aucune idée. C'est vraiment, je prends toutes les émotions d'un coup, et je sais pas exactement ce qui vient d'où, de pourquoi, de machin, quoi. Ton livre, si tu l'avais lu, t'aurais pas su dire quoi, comment, pourquoi. En fait, la finalité de l'œuvre qui te fait ressentir une émotion globale, c'est ça? Ouais, en général, ouais. Surtout les films ou la musique, là, c'est assez court et tout, donc t'as vraiment un truc, une seule fin, quoi. Dans un livre, peut-être c'est un peu plus long, donc peut-être c'est différent, mais j'ai l'impression que juste je me prends un truc dans la face et puis après, faut essayer de démêler, quoi. Mais ouais, non, si j'avais lu le mien, je sais pas exactement. Je pense que ça m'aurait touché dans un peu l'humour du désespoir, comme ça, dans le truc de, tu vois que c'est quelqu'un qui va pas bien et qui essaye un peu de, tu vois, de sautiller au fond du trou pour essayer de voir un peu la surface. Ouais, mais je sais pas si j'aurais su pourquoi. Elle devait se réparer avant de pouvoir nous aider à nous construire, et pas une seule fois je l'avais vue pleurer ou exprimer des joies intenses, comme si la corne de ses mains avait fini par se propager partout ailleurs. C'est les parents d'Annie, son père et sa mère, qui sont un peu à l'antipode l'un de l'autre. Ouais. Toi, tu te situes où par rapport à eux? Bah moi, je pense vraiment les deux. En fait, j'ai l'impression que les deux qui se superposent, tu vois. Il y a le côté très, très... Je suis capable de ressentir des choses... Enfin, je pense que j'ai ressenti des choses très, très fortes. Et c'était un peu flippant. Et donc, j'ai mis de la corne tout autour. Et maintenant, je suis plus trop capable de ressentir beaucoup de choses aussi fortes, tu vois. Vraiment, j'ai
Je me mets rarement en colère, j'ai rarement des joies immenses, je suis rarement très très triste pour une raison. Ouais, non, en général, je suis très neutre vis-à-vis de plein de choses maintenant. Mais parce que tu grandis et t'as appris à gérer tes émotions, non? Mais c'est même pas les gérer, c'est juste les ressentir, tu vois. Il y a un truc beaucoup plus diffus. Ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression de m'emporter en bien ou en mal souvent. Alors qu'avant, enfin, je sais pas, les souvenirs de l'adolescence ou des choses banales, c'était des montagnes, quoi. C'était des trucs tellement forts. Et même, tu t'embrouilles je m'embrouille avec une copine, mais j'en pleurais, mais pendant des jours, quoi. Et enfin, ouais, non, c'est fou. Et peut-être juste que c'était l'adolescence, et que c'est parce que, voilà, l'adolescence, je sais pas ce qui se passe dans le cerveau, mais beaucoup de choses. C'est pas... Moi, j'ai une théorie là-dessus, parce que je suis un peu comme ça. J'étais vraiment méga émotif, je suis toujours, hein. Mais moi, j'ai l'impression de ressentir moins de choses fortes, et c'est depuis que j'ai eu une méga dépression. Ah ouais? Ouais. Ouais, peut-être que ça met un petit voile sur toutes les émotions pour justement se protéger de ce que ça peut faire, j'en sais rien. C'est possible, ouais. Je sais pas, c'est ma théorie. C'est comme si ton corps, il se protégeait. Bah ouais, franchement, ce serait cohérent, quoi. Là, je voulais rien dire, mais c'est juste ma phrase préférée du livre, c'est « Notre famille était en miettes, mais au moins tous les morceaux étaient ensemble. » Ouais, c'est compliqué, hein, le contexte familial, c'est fou, parce qu'une fois qu'il y a un truc qui est cassé, tu sais que quoi que tu fasses, ce sera plus jamais la même chose. Et je pense qu'il y a une énorme nostalgie de plein de gens de quand de quand on se rendait pas compte qu'il y a des problèmes, tu vois. Il y a plein de choses où maintenant, si je les revois, j'y repense a posteriori et je me dis, ouais, en fait, peut-être c'était pas si ouf. Mais dans mon souvenir, c'était incroyable. C'était juste paisible, quoi. Je commençais déjà à réaliser que la première chose que je regardais chez un garçon, c'était sa sœur. Ça fait pas si longtemps que t'en parles aussi librement, j'ai l'impression. En tout cas, dans tes chroniques. Bah, disons que depuis que je suis avec ma copine, donc il y a 1 an et demi, disons que j'en parle souvent parce que je dis, ah putain, j'étais avec ma copine et machin, donc c'est un peu l'occasion qui fait le larron finalement. Il y avait aussi peut-être une pudeur vis-à-vis de ton ex. Bah, du coup, c'est juste que là, quand je parlais d'amour, je parlais d'un garçon, donc c'est juste ça passait plus inaperçu, je crois. Mais c'est vrai que là, j'en parle. Disons que là, coup sur coup, il y a eu le spectacle où j'en parle, il y a le livre où j'en parle, les chroniques, je parle souvent de ma meuf. Là, il y a le court-métrage où c'est aussi un sujet comme ça. Donc là, c'est juste que tout sort d'un coup de trucs où je parle, mais c'est un peu une question de timing aussi, quoi. Ouais. Mais sinon, j'ai toujours été assez chill là-dessus. Moi, je m'en fous. Ça me bute que les gens puissent avoir envie de faire des gosses alors qu'on passe clairement sa vie d'adulte à essayer de se remettre de son enfance. Ça, c'est génial. Ouais. Tu crois que les artistes ou les humoristes, ils ont ça en commun? Une enfance difficile ou il faut être un peu foutu pour être créatif? J'ai l'impression qu'en tout cas, il faut une fêlure quelque part. Il faut un truc qui a merdé. Sinon, de quoi tu parles? Mais d'un côté, je crois qu'il y a plein de contre-exemples aussi. Jérémy Crédville. Jérémy, je connais pas ça. Jérémy, je le connais pas assez pour percer vraiment. Est-ce que il fait ça? Parce que moi, tu vois, des gens comme Baptiste Le Caplin, j'étais sûre que c'était un mec pour qui tout allait bien. Tout est chill et tout. Et puis je l'ai reçu dans Les gens qui doutent et j'ai creusé un peu. Et putain, en fait, son enfance, c'était horrible, tu vois. Et donc, il y en a juste qui ont beaucoup plus de pudeur par rapport à ça ou qui juste sont passés au-dessus sans avoir besoin d'en parler dans ce qu'ils font. Jérémy, j'en ai parlé avec lui. Et lui, il disait qu'il a une enfance magnifique, que tout allait bien, qu'il n'avait pas eu de problème. Mais c'est une exception. J'ai l'impression que c'est une exception. Ouais, il y en a quelques-uns qui arrivent et c'est fou de trouver l'envie de bosser sur des choses comme ça qui peuvent être si ingrates quand t'as pas un besoin un peu viscéral derrière. Ouais. Tu vois, je sais pas. D'accord. Mais en fait, je pense qu'à partir du moment où tu fais un métier public, un truc où le but final, c'est quand même d'être aimé, concrètement, que les gens aiment ce que tu fais, ce que tu écris, ce que tu chantes, je sais pas. Il faut déjà un sacré trou dans l'ego pour avoir envie de ça, quoi. T'avais peur, justement? T'as peur, même avec le livre? T'as eu peur qu'il marche pas? Parce que maintenant, il est en rupture un peu partout, quasiment. Ouais. Donc, tu sais qu'il marche et qu'il plaît. T'as eu peur? T'as eu une pression? Ouais, j'ai eu peur que ça n'ait aucun intérêt, tu vois. Parce que dans stand-up, l'avantage, c'est que j'ai une idée, je l'essaye, si ça marche bien, je creuse, je réécris et tout. Là, vraiment, j'ai bossé pendant 2 ans sur un truc en n'ayant aucune idée de si ça avait de l'intérêt, quoi. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis beaucoup, beaucoup de blagues au début.
c'est que j'avais peur que les gens y voient pas d'intérêt, donc je disais au moins je les ferai rire. Ouais. Donc, comme C'est ça, vrai que c'est très drôle. C'est rare les livres où on rigole comme ça. bah ouais, j'avais envie de faire ça, je pense pour me rassurer. Tu pleures et après tu ris. C'est cool. C'est le but, c'est la vie. Ouais, c'est ça. Et donc ouais, là c'était compliqué. Je savais pas si ça allait plaire, je savais pas si les gens allaient trouver ça hyper drama ou justement trop léger. Et donc au final j'ai juste dit bah tu sais quoi, ciao, je fais ce que je veux et on verra. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais j'avais écrit aussi, j'ai beaucoup de post-it chez moi. J'avais écrit quoi qu'il, ton premier livre sera nul à chier, donc autant vite passer au deuxième. Tu vas en faire un deuxième? Bah je sais pas, mais là au moins tu vois c'est fait. Oui. Le brouillon, enfin le premier truc raté, il est fait. Il est pas raté du coup. Bah moi franchement je l'aime bien et Ouais. j'espère que dans 2-3 ans j'en aurai honte, tu vois, parce que ça montre que tu grandis et tout. Mais ouais non franchement je l'aime bien et je suis assez contente des retours que j'ai parce que j'ai l'impression que les gens sont vraiment touchés. Donc Ouais, c'est cool. C'est touchant. Avec le recul, j'arrive pas à savoir si je l'aimais lui ou si j'aimais qu'il m'aime. Parce qu'aimer quelqu'un, ça se mélange quand même beaucoup à aimer l'image de nous qui nous renvoie. Ouais. Tu penses vraiment ça? Bah des fois ouais. Des fois c'est compliqué de savoir quand t'es avec quelqu'un si tu l'aimes pour ce qu'il est lui, si c'est ce qui est en tant que personne ou si t'aimes juste la place qu'il te donne. Tu vois, comment tu sais si t'aimes juste pas la sécurité qu'il t'apporte, le petit cocon d'amour où tu te sens pas en danger quoi. Moi, ça m'effraie ça. Mais ouais, évidemment que c'est effrayant. Moi, c'est ce qui me fait fuir. C'est très bizarre. Ah ouais? Ouais. Dès que tout va bien Ah, et que ouais. j'ai quelqu'un de super, je pars. Ouais, comme ça, c'est pas toi qui te fais têche et c'est toi qui as le contrôle sur la situation. Non, je crois pas. C'est quoi alors? Bah, je sais pas. J'ai peur du confort, de l'amour, de la stabilité. Peut-être que vu que ça va bien, bah, j'ai besoin d'être un peu triste. Ouais. Ça, c'est un truc de tes darons, hein. C'est sûr. Il y a un truc qui était pas... J'ai eu une enfance compliquée. Ça me déprimait tout en me faisant envie car je voyais bien qu'ils nous posaient pas des questions surtout en permanence. Ils remplissaient juste leur vie de quelque chose qu'ils aimaient, c'est ce qu'on parlait au début. Tu penses que les gens qui se posent peu de questions sont plus heureux dans la vie? Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que c'est un peu trop facile de penser ça. Moi, je crois sais que oui, pas. hein, en vrai. C'est possible. C'est vrai que tout a l'air plus simple en apparence, mais je vois pas comment on pourrait savoir, tu vois. Tu peux pas être dans la tête de l'autre. Mais en fait, ils sont peut-être méga malheureux, mais vu qu'ils se posent pas la question, ils savent pas. C'est possible. Mais d'un côté, si t'es malheureux et que tu le sais pas, bah t'es heureux. Ouais, c'est ça. Donc, honnêtement, j'en sais rien, mais c'est assez un passage. J'ai hésité. C'est le seul où j'ai hésité à l'enlever, en fait. Ah ouais. Parce que je trouvais ça... C'est le passage où tu es à la fête, c'est ça? Ouais, je suis à une fête avec des amis que je fréquentais avant. Et en fait, c'est des amis que j'avais rencontrés dans les bleds où je vivais quand j'étais plus jeune et tout. Et depuis, j'étais partie à Bruxelles. Et là, je revenais faire une fête avec eux et je réalisais à quel point moi, j'avais changé et eux pas. Ouais. Et donc, il y avait un peu ce truc, ce gros cliché, mais campagne-ville. Mm. Et c'était horrible pour moi de me dire, putain, mais est-ce que je suis devenue une connasse de citadine qui prend tous les gens de haut? Est-ce que c'est juste qu'on a évolué dans des trucs qui allaient pas ensemble? Est-ce que... Enfin, tu vois, c'est chiant parce que je les jugeais sur des choses où, en fait, j'étais juste jalouse, tu vois. Juste, ils faisaient des choses qu'ils aimaient, des choses... ils se prenaient pas la tête pour des conneries comme moi et c'était trop bien. Mais moi, j'arrêtais pas de me dire, ouais, non, mais c'est que ça, la vie, chez eux, tu vois. Et c'est horrible comme pensée, mais c'est un truc vraiment assez classique. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça dans les romans de Édouard Louis et tout ça. Ce truc de quand t'as essayé de t'échapper un peu du milieu dans lequel t'es né, puis que t'y reviens, t'as le cul en deux chaises, parce qu'à la fois, t'es toujours un bon gros campagnard au fond, mais tu vois, t'es jamais trop à l'aise avec les gens de la ville, parce que justement, ils sont prétentieux, ils ont l'impression qu'ils sont le centre du monde et tout. Mais en même temps, tu t'entends plus avec les gens d'avant, quoi. Donc, c'est assez compliqué de gérer ça. Donc ça, j'avais peur de vexer des gens et de... Ouais, ou même moi, tu vois, j'avais pas envie de me dire, putain, je pense réellement ça. Mais puis, je me suis dit, mais putain, si ce que je pense réellement, même quand c'est honteux, je le mets pas dans le livre, en fait, il y a rien dans le livre, concrètement. J'ai un cadeau pour toi. Ah bon? Ouais. J'espère c'est le chat, putain, j'espère c'est le chat. Harry! Non, malheureusement pas. Il passerait pas la douane, je crois. T'as mis de la coke dans son cul? Oui. Un t-shirt. Un t-shirt avec la tête d'Harry, j'espère. Putain, yes. Bah oui, hein. Ben oui, hein. Bah oui, écoute. Franchement, faut les commercialiser, hein. Je suis désolée, mais faut faire du merch, ça.
Alors, en gros, parce que personne ne voit, c'est un t-shirt où c'est écrit « Je lave mes mains avant de lui faire du bien ». Et c'était une phrase que tu mets en bas de page. Voilà, maintenant j'envisage de proposer le slogan « Je lave mes mains avant de lui faire du bien » au ministère de la Santé et de m'en faire un t-shirt. Ouais, pour éviter les cystites. Et ben, je t'ai fait un t-shirt. Putain, c'est trop bien, merci beaucoup. Ouais, mais de rien. Mais du coup, je peux prendre Harry ou pas? On en discutera. Il s'entendrait bien avec Timothée? Non, Timothée est vraiment détestable. Ah, bon alors non. Mais comme ça, dès que tu viens en Suisse, tu viendras voir Harry. Eh ben, il y a la Coupe du Monde de foot bientôt. Putain, 2025, je vais passer ma vie ici. Hein. Bah ouais. C'est parfois difficile de faire la différence entre un gars toxique et un mec lucide. Moi, j'ai vraiment l'impression, le sentiment que Alexandre, l'ex d'Annie, il est profondément toxique. Je comprends. Mais en même temps, tout ce qu'il dit est fondé, tu vois. Maintenant, le fait qu'il essaye souvent de la redescendre et de... Ouais, franchement, je sais pas, j'ai toujours pas trouvé ce que j'en pensais de ça. Et c'est plus facile de faire la différence entre une meuf toxique et une meuf lucide? En fait, c'est juste, je pense que j'ai beaucoup moins été confrontée à ça parce que... je sais pas. J'ai eu... Dernièrement, j'ai pas eu de relation assez intense avec des filles qui se passaient mal. Avec des filles, ça s'est toujours plutôt bien passé. Là, avec ma copine, on s'engueule jamais, on n'a jamais ce genre de problème. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense pas que ce soit lié au genre. Je pense que chez les filles, il y a exactement le même type de questionnement, mais j'y ai jamais été confrontée personnellement. Ok. J'ai préféré regarder notre relation crever pour avoir des raisons d'être triste une fois qu'elle sera terminée. C'est ce que l'on parlait avant. Ouais. Si tu cherches parfois volontairement la sensation de tristesse ou le spleen. Je dirais pas ça. Par contre, des fois, je vois à quel point j'aurais tendance à tout claquer pour ne plus avoir de responsabilité, tu vois. Il y a un truc de des fois... Là, je suis en train de lire un livre de Liz Pitt qui s'appelle « Je ne suis pas là », où elle dit à un moment, il lui arrive que des trucs horribles. Et puis à un moment, elle est dans la rue, elle se balade et elle fait « Tu sais quoi, là, j'ai envie de m'allonger par terre et de faire comme si je m'étais plantée à vélo et juste je reste là et j'attends qu'on appelle l'ambulance, qu'on vienne me chercher, qu'on s'occupe de moi et pendant 3 jours, je dois plus répondre de rien. » Et tu vois ce truc-là, ce truc de « Tu sais quoi, je vais tout claquer et comme ça, je devrais plus rien gérer et ce sera facile. » Ça, je peux avoir envie, mais vraiment me mettre volontairement dans un truc de tristesse, je pense que maintenant plus. Peut-être je l'aurais fait avant, mais maintenant plus parce que... Non, j'essaye... Enfin, maintenant, je pense que je chéris beaucoup plus les moments doux, les moments les moments calmes. Avant, j'avais peut-être tendance à les fuir. Maintenant, je me rends compte à quel point c'est chouette, quoi. Et juste, il se passe rien. On est dimanche, je suis avec ma meuf, mon chat, un McDo. C'est merveilleux. C'est beau. Je n'ai pas de problème avec l'alcool, mais j'y pense souvent. Ou j'aime que mon cerveau est trop imbibé et pense en images plutôt qu'avec des mots. T'as pas l'impression que l'alcool, c'est une drogue tellement légale? Mais évidemment, hein. Évidemment. Moi, je comprends pas que l'alcool soit légal, mais pas le cannabis. Ouais, de ouf. Parce que l'alcool, vraiment, c'est le pire des trucs. Bon, Annie, elle fume et elle boit. Oui. Mais pas plus que la plupart des gens, en fait. Non. C'est juste qu'on boit énormément. Oui. Et c'est vrai que j'aime bien. Et j'ai eu des phases où vraiment, ça m'obsédait un peu, ce truc de voir en image plutôt qu'en mots. Je trouve ça fou, quoi. Et j'ai ça beaucoup avec la weed. Et genre, tu vois, ton cerveau qui passe dans des trucs que t'aurais jamais vus sans consommer. Et franchement, ouais, il y a des moments où ça m'obsédait un peu, quoi. J'y pensais tout le temps. Je pensais tout le temps, ah ouais, putain, là, si je vais là, je pourrais boire une bière, c'est cool, tu vois. Et, c'est ça que j'ai essayé d'un peu arrêter quasiment parce que sinon, j'y pensais trop, quoi. Ouais. Beaucoup de choses dans cette histoire sont vraies. Certains sont inventés, d'autres ont été romancés. Annie, c'est Fanny à quel pourcent? Son caractère, je dirais que c'est moi à vraiment 80, quoi. Tu sais que j'ai pris un moment à réaliser. Je disais, pourquoi elle s'appelle Annie? Pourquoi c'est pas Fanny? Ah non, c'est Ali. Ali, ouais. Mais en fait, Ali, je l'ai appelé comme ça parce que c'est le nom du frère de Holden Caulfield dans La Trappe-Cœur.
Ok. Et c'est mon roman préféré. Et ce qu'il arrive à son frère, et il y a une résonance dans mon livre à moi. Et donc je trouvais ça cohérent de l'appeler comme ça. Et vu que c'est un prénom, moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt féminin. Voilà, mais en effet, j'aimais bien le fait que ça ressemble à Fanny. Et donc c'est une narratrice, c'est pas vraiment moi, mais en même temps, bon, tu changes de lettres et c'est bon. Ah, j'aimais bien. Il y a des choses que tu voulais mettre, mais que t'as pas assumé ou osé mettre de toi. Il y en a une, ouais, il y a un passage que je pense que je l'ai même jamais envoyé à mon éditeur. C'était un truc sur la sexualité, sur le désir, et ça, j'assumais pas. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai du mal à aborder au premier degré. La sexualité ? Le désir, vraiment l'envie, et c'est... non, je me suis dit, non, okay. C'est mort, j'ai pas envie que les gens ils lisent ça et tout. Ouais, mais c'est très bien. Et j'ai une dernière chose. Tu dis à la fin dans les remerciements, merci au milieu du stand-up de manière générale qui m'a apporté une confiance en moi que je n'aurais jamais pensé avoir. Certains appellent ça des problèmes d'ego, mais niquez-vous. Est-ce que le stand-up t'a sauvé la vie ? Sauver la vie, je sais pas, mais il m'a apporté une vie beaucoup plus belle, beaucoup plus douce que celle que j'allais avoir sinon. Parce que j'ai vraiment eu ce truc de validation dans le stand-up qui m'a permis de ne pas à tout prix chercher à être validée dans la sphère privée. Et donc maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec qui je suis. Et je suis comme... Il y a des gens à qui je vais plaire, des gens à qui je vais pas plaire. Et c'est pas grave, en fait. Parce que dans mon travail, je suis OK avec qui je suis. Et... Donc ouais, ça m'a vraiment enlevé beaucoup d'angoisse et de peur d'exister, de peur de prendre de la place. Et est-ce que la confiance en soi, c'est une bonne chose, tu crois ? Ouais. Ah ouais ? Ouais, parce que je pense que si t'as pas confiance en toi, tu peux jamais montrer qui t'es. Et peut-être que quitter, c'est une merde. Hein. Peut-être que quitter, c'est une horrible personne. Et donc, il y a des gens, avoir confiance en eux, ça révèle qu'ils sont horribles. Mais tu peux être une personne vraiment cool, avoir confiance en toi. Et donc là, les gens le découvrent que c'est super, tu vois. Moi, je refuse toujours d'avoir confiance en moi parce que j'ai l'impression que j'avancerai pas si j'ai pas confiance. Tu vois, j'ai l'impression que si j'ai confiance en moi, je m'installe dans un truc de confort. Ouais, maintenant, il faut quand même savoir se remettre en question et douter des bonnes choses, tu vois. Mais il faut un minimum de confiance pour oser faire des trucs, genre... Si j'avais pas eu confiance, j'aurais jamais fait le roman. Tandis que là, voilà, je sais, j'en ai fait un. Déjà, je suis très fière de l'avoir fait, parce que putain, c'est long, sa mère. Et puis, je suis contente de l'accueil des gens. Et je sais qu'il y a des défauts. Il y a des trucs que j'aurais pu faire différemment. Mais je le saurai pour la prochaine fois. Ouais. Et peut-être que j'aurais même pas envie de les corriger, ces trucs-là. Parce que juste, j'ai assez confiance pour me dire, voilà, c'est comme ça que je veux que soient les choses. Dernière chose. Mais oui. Tu sais que j'adore Raphaël. Ah oui, et moi aussi je l'adore. Tu le remercies. Ouais. Parce que le titre du roman, Bien sûr que les poissons froids, ouais. Ouais, ça vient de Ne partons pas fâchés. Et j'écoutais énormément Raphaël quand j'étais sur la fin de l'écriture. Et donc ouais, je trouvais que cette phrase, elle résonnait bien avec la fin du livre. Que le titre Ne partons pas fâchés résumait aussi bien une partie du livre, et puis j'avais envie qu'il y ait un aspect musical dedans parce que j'ai beaucoup écrit en musique et à la base je voulais que chaque chapitre le nom soit un nom de chanson, et on n'a pas pu le faire pour des raisons de droit, mais donc j'ai toute une playlist de plein de morceaux qui résonnent de ouf avec toute l'histoire point par point, quoi. Voilà. Fanny, tu signerais mon livre ? Mais bien sûr. Merci beaucoup Fanny pour ce moment. Pour Harry. Merci beaucoup. Merci. Harry, qu'est-ce que tu fais ? Oui, il y a mon chat sur la table. Il est merveilleux, il est magnifique, il est un sublime petit nœud papillon, je l'aime. Non. Sois sage. Voilà, il essaye. T'es chafouin. Voilà. Tiens, je te rends tes